Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Marhalibiya. Merci pour votre fidélité, soyez les bienvenus. El Marhalibiya au cœur de l'actualité, au cœur du quotidien des Algériens et des Algériennes avec cette nouvelle tragédie, cet été qui commence très mal. D'abord, il fait très très chaud en Algérie, énormément souffrent de cette chaleur, ne les oublions pas, il y a beaucoup de personnes en situation de handicap, des personnes âgées, des personnes qui sont malades et qui malheureusement dans les hôpitaux, dans leur lieu de domicile et même derrière les barreaux, ce sont des personnes humaines qui vivent dans des conditions difficiles puisque, encore une fois, la canicule en Algérie n'est pas prise en compte en amont, des mois en amont pour essayer de travailler, de prendre contact avec les personnes âgées, celles et ceux qui seraient susceptibles d'être dans le besoin, les plus vulnérables notamment. Il y a la canicule et il y a aussi les incendies. Et comme je vous le disais, il y a 48 heures, hier, les étés se suivent et les scénarios se ressemblent malheureusement. Encore une fois, en Algérie, un pays touché par les incendies, on va en parler ce soir. Et un pouvoir, en tout cas, ce sont tout ce qu'on peut observer aujourd'hui. Et le bilan est assez lourd pour constater qu'encore une fois, le pouvoir n'a pas été à la hauteur de se préparer il y a déjà 1 an, il y a déjà 2 ans, il y a quelques mois pour faire en sorte que les Algériens et les Algériennes puissent faire face notamment à ces incendies, des incendies qui aujourd'hui donc totalisent un bilan très lourd puisque selon les derniers chiffres, on est à 40 morts puisqu'il y a 6 personnes supplémentaires dans la wilaya de Béjaïa qui ont succombé à leurs blessures. Paix à leur âme. On a une pensée bien évidemment pour eux. L'arrière-rahmon, paix à leur âme. On a une pensée pour toutes les familles qui ont perdu des proches, leurs amis, les personnes qui habitent aussi dans leur entourage. Ce sont des villages meurtris aujourd'hui. Une Algérie qui est totalement meurtrie. Encore une fois, on a aussi une pensée pour les personnes qui sont blessées. Certaines sont dans les hôpitaux, des hôpitaux qui luttent aussi. On a une pensée pour le corps médical qui essaye tant bien que mal de faire face à cette situation. Et puis, inutile de vous dire, les traumatismes et les chocs psychologiques, on va leur rendre hommage encore ce soir avec nos invités. Alors un État, un pouvoir, la responsabilité, l'irresponsabilité, c'est une question qui se pose encore aujourd'hui. Où est la justice? On se souvient, il y a à peine 1 mois, on a un ministre algérien de l'Intérieur qui disait que tout était prêt, que l'Algérie était prête donc à faire face et à lutter face aux flammes, que des Canadair étaient en place en Algérie. Eh bien, en l'occurrence, on n'a pas vu de Canadair. On constate juste, c'est toujours douloureux d'en parler, on constate encore une fois juste un bilan douloureux, puisqu'il y a 40 morts. Bien évidemment, vous me direz, il y a des feux partout, en Europe, notamment dans le sud, dans le pourtour méditerranéen, ou encore même en Amérique latine, par exemple, en Amérique, mais dans ces pays-là, il n'y a pas de tragédie humaine comme nous pouvons le vivre maintenant en Algérie depuis malheureusement plusieurs années. Donc on va se poser cette question sur la responsabilité. Nous allons évoquer aussi la médiatisation. Pourquoi l'absence des médias? Aucun média n'a fait, c'est tout à fait normal, vous me direz, mais avec la tragédie et le drame, un média se doit de faire au moins une, de poser les questions qui fâchent, de soulever ce qu'il faut soulever les réelles questions en termes de moyens, de Canadair, la responsabilité du président algérien Abdelmadjid Tebboune ou encore de son gouvernement. Il n'y a aucun média aujourd'hui qui réellement donc s'est posé toutes ces questions et a couvert donc l'actualité. Des médias absents au cœur notamment des situations. Allez voir effectivement comment ces personnes vivent, leurs sentiments, leurs émotions, leurs cris aussi, parce qu'il y a eu des cris. Où sont les Canadair? Où est l'État? Pourquoi ils ne répondent pas? Aucun média en Algérie donc c'est présenté bien évidemment. Nous, alors souvent vous nous dites pourquoi vous n'êtes pas sur place. Malheureusement, nous ne pouvons pas être sur place. Vous savez, c'est très difficile. Et bien évidemment, un coup de chapeau et un clin d'œil, un remerciement à nos confrères de BRTV qui font un travail conséquent sur le terrain. En tout cas, nous, les questions qui fâchent ce soir, les analyses en profondeur, on se les pose et on parlera des enquêtes, puisque d'ores et déjà, il y a eu une enquête lundi après-midi et hier des arrestations, alors que depuis des années, où est l'enquête sur Boudiaf, Maatou Blounès ou encore Hachani, des enquêtes qui n'ont pas pu aboutir. Allez, sans plus tarder, Yamina Marraoui est avec nous, syndicaliste. Bonsoir, chère Yamina Marraoui. À tous les spectateurs, à tous les téléspectateurs de Marhalibiya.
Merci d'être avec nous. Avocat, il connaît très bien le pays. Il va notamment nous apporter des éléments autour de la justice. Est-ce qu'une justice existe? Est-ce qu'on pourra entendre d'ici quelques temps, est-ce que les Algériens entendront leur ministre de l'Intérieur de 2021, leur président de 2021, c'est toujours le même, ou de 2023 avec ces tragédies? Vice-président de la Fédération internationale des droits humains, avocat, Maître Aïssa Rahmoun, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. Merci d'être là, confrères, journalistes. Il y a des journalistes qui, tant bien que mal, essaient de faire leur travail parfois au détriment de leur passion, puisque souvent ils sont amenés malheureusement soit à être réprimandés, soit à perdre leur travail. La liberté d'expression en Algérie pose énormément de problèmes. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles les journalistes ne font pas leur travail comme ils devraient le faire. Et encore une fois, le but, ce n'est pas de les culpabiliser, c'est vraiment de comprendre pourquoi ils ne sont pas présents. Donc, journaliste, il est avec nous ce soir. Karim Kébir, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à nos invités, aux téléspectateurs. Merci à tous les trois d'être là. Yamina Marraoui, je vais commencer avec vous dans un instant. Bien sûr, on va parler de la présence des médias, aussi de la responsabilité. Mais aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure au téléphone, on n'a rien à cacher. Vous êtes anéanti, vous êtes en colère, vous êtes triste encore une fois en 2023 de voir cette Algérie, ces personnes mourir, cette faune, cette flore, ces biens, ces maisons partir en fumée. Avant tout, je voudrais d'abord présenter mes condoléances aux familles des victimes. Sincèrement, moi je suis atterrée. Je ne trouve pas le mot qu'il faut. Je ne pensais pas que la tragédie allait se répéter combien de fois. C'est pas tolérable, c'est pas acceptable, c'est pas normal. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en Kabylie et dans le reste du pays n'est pas acceptable. Je suis vraiment éplorée. Tout d'abord, cette tragédie, elle découle de la non-responsabilité de ce qui s'est passé par le passé en 2021, en 2022, parce que les responsables, les décideurs n'ont jamais rendu compte, ils n'ont jamais été inquiétés, ils n'ont jamais rendu compte, ils ont continué leur chemin comme si de rien n'était, parce que les pertes humaines, les pertes des familles entières, des enfants, des vieillards, des femmes, des animaux domestiques, des récoltes, de la faune, de la flore, de l'environnement, ça ne les intéresse pas, ça ne les touche pas. Et c'est ce qui me met en colère et ce qui me révolte, parce que ça ne doit pas arrêter. Je leur dis, arrêtez, vous êtes allés trop loin, ça ne peut pas continuer, c'est trop. La perte des vies humaines dans les incendies, ça ne doit pas être accepté. Qu'avez-vous fait? Pourquoi n'avez-vous pas tiré de leçons? Qu'attendiez-vous? Parce que moi, quand on me parle des Canadaires, le problème se situe bien avant l'action des Canadaires. C'est d'abord ceux qui sont chargés de la protection des bois massifs, des massifs boisés, et ceux qui sont chargés de la protection des forêts, savent bien qu'il y a des stratégies, des programmes de prévention des incendies. Ce ne sont pas uniquement le recours aux moyens d'extinction. Il y a le désherbage, il y a les bandes de sécurité à tracer. Donc il y a tout un programme. Les experts en protection de la faune et de la flore et des forêts le savent très bien. Pourquoi n'ont-ils pas pensé? Qu'attendaient-ils justement? Et pourquoi n'y a-t-il pas de plan sec? Regardez combien de tragédies. Donc, pas de plan hors sec pour la catastrophe en cas d'inondation. Pas de plan hors sec pour les catastrophes de séisme. Pas de plan hors sec en cas de maladies pandémiques telles que le Covid. Alors, et pas de plan hors sec pour les incendies. En 2023,
60 années après l'indépendance. Que se passe-t-il? Pourquoi? La grande question aujourd'hui, c'est pourquoi, comment et qui est responsable? On peut plus se taire devant des tragédies, parce que finalement, c'est une tragédie. Parce que ceux qui ont perdu leurs proches savent très bien ce qui se passe. On peut pas ne pas être en colère. Moi, je suis en colère, je ne trouve pas mes mots, je dis que c'est trop, parce que c'est ce laisser aller qui me révolte. C'est le fait aussi d'accepter cette négligence qui coûte des vies. C'est pour moi, c'est toute l'Algérie qui brûle, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, j'accuse les décideurs, j'accuse ceux qui ne sont plus à la hauteur de la protection des citoyens. Normalement, un wali est capable, il a toutes les prérogatives pour déclencher ou mettre en place un plan Orsec. Ils ont limité les prérogatives des walis. Je ne défends pas les walis. Les maires aussi doivent participer parce que un plan Orsec, il implique toutes les entités existantes au niveau d'une région sur le plan local, régional et même national. Et donc, voilà justement ce qui me révolte, Chaban. Je reviens à vous, Yamina Marraoui, avec ces mots poignants. Le constat est là, Maître Aïssa Rahmoun. Vous connaissez bien le pays, malheureusement, on le dit, hein, c'est public. Vous avez dû vous exiler, quitter pour des raisons de sécurité, parce que vous êtes avocat et puis vous êtes aussi militant des droits de l'homme. On rappelle que la Ligue algérienne des droits de l'homme a été dissoute en Algérie. Ça veut dire énormément de choses. Maître Aïssa Rahmoun, on vient d'écouter Madame Yamina Marraoui, syndicaliste qui connaît très bien le pays, qui a déjà une belle expérience de vie derrière elle. Pourquoi? C'est vrai que c'est une question, on a vu derrière les images qu'on a pu recevoir grâce, et on va en parler dans quelques instants, grâce aux Algériens, aux Algériennes qui envoient ces images, beaucoup de larmes, beaucoup de colère, beaucoup d'émotions, où effectivement les gens disent mais pourquoi vous n'êtes pas là? Pourquoi il n'y a pas de moyens? Pourquoi en amont il n'y a pas ce travail qui est fait? Si Chaban, je tiens aussi à présenter mes condoléances à toutes les familles des victimes de ces derniers ces feux de forêt, ces incendies qui ont ravagé une partie de notre pays. C'est la deuxième fois que ça se répète en le temps de 2 ans. Et c'est révoltant, c'est désolant de voir aujourd'hui, d'assister aujourd'hui, effectivement, il y a des incendies un peu partout dans le monde. Et, alors on a peut-être un petit souci de son, peut-être juste derrière vous, et c'est tout le bonheur d'une famille. Félicitations, on entend des petits bambins juste derrière. Je vous reprends dans un instant, puisque malheureusement on n'arrive pas à distinguer vos propos, maître Rahmoun. Je reviens à vous vraiment dans un instant. Karim Kébir, rebonsoir, cher confrère. Bien sûr, on va se poser la question, mais je crois qu'il y a déjà 48 heures, on se posait cette question sur la présence des médias en nombre, notamment dans le cadre d'événements festifs, indépendance, ou encore dernièrement auprès des bacheliers. Et puis là, c'est vrai qu'on a vu personne. Mais avant de vous poser cette question, est-ce que il y a ce pourquoi aujourd'hui. 2021, c'était plus que douloureux, c'était atroce. L'année dernière aussi, il y a eu quand même des régions très 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 touchées. Et puis encore cette année, cette tragédie, cette responsabilité, ce travail, cette négligence quelque part, ce manque d'anticipation est dû à quoi? Cher Karim Kébir, selon vous, en tant que journaliste, en tant qu'analyste? Écoutez, c'est dans la nature du système lui-même. C'est ce qui arrive lorsque vous ne disposez pas de contre-pouvoir ou des pouvoirs de contrôle, c'est-à-dire qui demandent des comptes, lorsque vous ne disposez pas d'une justice indépendante qui juge les gens lorsqu'ils ont fauté ou ils ont failli à leurs responsabilités. Malheureusement chez nous, c'est qu'aujourd'hui nous n'avons plus de contre-pouvoir, nous n'avons plus de société civile, nous n'avons plus pratiquement de partis politiques qui sont réduits
au silence, et puis vous n'avez plus de système médiatique qui joue son rôle de sentinelle, un rôle pour dénoncer, pour parler des failles, pour interpeller, mais là vous avez uniquement un son de cloche, donc c'est la stratégie des dirigeants qui est relayée par tout le monde. Et personne ne peut émettre un avis contradictoire ou opposé. Donc forcément, il n'y a pas qui va leur demander des comptes. Donc on ne sait pas, parce que dans le discours officiel depuis 2022, octobre 2022, donc juste après la tragédie de Tarf, parce qu'en 2021 en Kabylie, mais il y a en 2022 aussi bien sûr. Tarf. On avait annoncé la mise en place de toute une stratégie pour parer au risque majeur. Vous l'avez rappelé au début de l'émission, donc il y a un mois, le ministre de l'Intérieur qui avait annoncé que tous les moyens étaient mobilisés. Le ministre de l'Agriculture lui-même, il avait détaillé tout le plan, c'est-à-dire tout ce qu'il allait être fait, soi-disant, pour parer à ces feux de forêt, notamment l'aménagement, par exemple, des tranchées de pare-feu, des tours de contrôle, c'est-à-dire une cellule de veille et d'alerte, c'est-à-dire en cas, on ne sait jamais, il voit le début d'une fumée quelque part, donc il y a une alerte et il va être étouffé avant qu'elle ne se propage. Mais tout ça, quand on voit la réalité aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'on a l'impression que pratiquement il y a un problème, il y a un problème de stratégie. Donc qui va demander aujourd'hui des comptes? Qui va interpeller? Qui va rapporter justement pour pointer du doigt où se trouve le faille? Nous ne savons pas. Donc on a annoncé des enquêtes, mais est-ce que pour autant ces enquêtes, comme d'habitude, on va arrêter des individus et on dira qu'ils sont responsables. Mais est-ce que pour autant, ça exempte la responsabilité des autorités dans ce qui s'est passé? Parce que qu'est-ce qui a été fait réellement sur le terrain pour empêcher, du moins, parce que c'est vrai, vous l'avez évoqué, les incendies, aujourd'hui, tout le monde le dit, en tout cas les spécialistes avec le réchauffement climatique, donc ça touche un peu pratiquement tout le monde, notamment, particulièrement d'ailleurs, le bassin méditerranéen. Et on l'a vu récemment en Grèce, il n'y avait pas toute cette stratégie. Donc les gens, ils disposent d'une stratégie, donc ils ont anticipé, ils ont pu au moins éviter des drames humains. Et bon, on peut perdre justement des forêts, mais là c'est une hécatombe. Quand même, il y a des familles qui sont complètement décimées. Parce qu'il y a quelque part, il y a un sérieux problème. Mais qui va interpeller? Qui va dénoncer? Qui va... c'est ça, en fait, ce que vous dites, c'est que le fait que le pouvoir ait les pleins pouvoirs, à part les larmes et les cris du peuple, soit lorsqu'il manifeste ou soit lorsqu'il est confronté à des tragédies comme des incendies, des inondations, la Covid ou les feux, à part le peuple qui tente bien que mal de s'exprimer, c'est un pouvoir aujourd'hui qui est seul au monde en Algérie. Donc c'est une des raisons, le fait qu'il ait de compte à rendre à personne, qu'il néglige un peu. Voilà, donc il est le seul maître à bord. Il applique la politique qu'il veut et puis il empêche à quiconque lui demander des comptes ou d'exprimer un avis contraire. Donc aujourd'hui, les gens n'ont que les yeux pour pleurer, c'est tout. Et ils ne peuvent rien faire d'autre. Vous avez vu même ce matin, ou je crois, ou hier, il y a l'Assemblée populaire de Béjaïa qui a demandé à ce que la wilaya soit déclarée sinistrée, tout ça, mais c'est révélateur aussi de leur impuissance en tant qu'autorité locale. Parce que les décisions elles sont centralisées, donc il y a une forme de bureaucratie. Les APC n'ont pas de moyens suffisants pour se prendre en charge et parer au plus pressé. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a l'impression que toutes les épreuves endurées n'ont pas servi à grand-chose. Je reviens à vous. Et ça continue. Les expériences précédentes donc n'ont pas pour l'instant effectivement abouti à grand-chose, pour reprendre vos termes. Est-ce qu'on a pu retrouver Maître Aïssa Rahmoun? Maître Rahmoun avec nous peut-être? Oui, je suis là.
Ah, très bien. Rebonsoir, Maître. Merci d'être avec nous. Voilà, donc, voilà, cette question un peu, c'est ce pourquoi, alors Karim Kébir, effectivement, vient de nous exposer aussi le fait que c'est vrai que c'est un pouvoir qui est seul. Les ministres annoncent ce qu'ils veulent, pas d'assemblée. On peut imaginer, je le disais hier, mais on peut imaginer ce drame dans un pays où l'État est à peu près normal, où on ne pourrait pas avoir un ministre qui annonce il y a quelques jours que l'Algérie est prête à affronter les feux, qu'il y a, je crois, 5-6 Canadair, et puis en fait, c'est le néant. Ce pourquoi il pose question aujourd'hui, c'est quoi? C'est le fait qu'en Algérie, il y ait quelque part un pouvoir autoritaire, c'est qu'il y ait des comptes à rendre à personne, c'est que plus personne peut s'exprimer. Le tout à la fois dans un régime, dans un État où le régime a fait disparaître tout ce qui pouvait être des instances, des organes de médiation. Quand on sait qu'aujourd'hui, devant cette dérive de gestion, devant cette non-gouvernance, absence de stratégie d'intervention dans des cas similaires, des cas de catastrophes naturelles. Ce n'est pas propre à l'Algérie, ce genre de situation. On a vu ça effectivement soit au Canada, soit en Grèce, soit en Tunisie. Mais il n'y avait pas de perte humaine aussi importante. Il s'agit effectivement d'une hécatombe que de constater aujourd'hui à Béjaïa en 2023 plus de 40 morts. En 2021, des centaines... Oui, puis ce qui est particulier à l'Algérie aussi, c'est qu'on a l'impression qu'on laisse le peuple à l'abandon. Normalement, s'il y a vraiment des forces de l'ordre, des sécurités, une protection civile, on laisse pas des habitants s'aventurer avec un branchage. Même s'il y a des lingots d'or dans une maison, on évacue. Et c'est vrai qu'aussi, la différence avec l'Algérie, malheureusement, chaque année, c'est que d'abord, il y a énormément de morts. Il y a quelques décès aujourd'hui. Pour vous dire, selon les chiffres, il y a, si on ajoute les malheureux, disparus aujourd'hui du côté de Béjaïa, en comptant un peu l'Italie, la Grèce, l'Algérie, si je ne me trompe pas, la Tunisie, on est à 46 morts. Vous voyez ? Et l'Algérie en totalise 40. Et dans ces 40-là, il y a des familles, il y a des enfants, parce qu'on les laisse à l'abandon. Il y a des pelletés de sable, il y a des branchages. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'il s'agit d'une situation de non-assistance à population en danger. Primo, où est le rôle de l'APN, de l'Assemblée nationale populaire, qui est un rôle de contrôle, d'interpellation, qui sont munis en principe d'un mandat populaire. Où est le rôle de la justice dans tout ça? Où est le rôle des institutions de l'État? Secondo, deuxièmement, où est le rôle de la classe politique dans ce genre de débâcle, dans ce genre de catastrophe naturelle? Où est le rôle de la société civile, des médias? La réponse est toute faite. Toutes les institutions de l'État ont été normalisées par le régime politique. La société civile étant dissoute, il n'existe aujourd'hui de société civile en Algérie que ces associations, ces ONG, ces organisations de masse qui ne sont que les appendices, les relais politique du régime central. Aujourd'hui, le rôle des médias, de la presse en Algérie, et je pense que notre ami Karim Kébir est passé sur cette question, il ne relaie que le discours officiel du régime. Où est l'opposition aujourd'hui en Algérie pour demander des enquêtes et mener des enquêtes sérieuses sur le terrain? Effectivement, beaucoup d'événements où on avait institué des commissions d'enquête qui n'ont pas vu le jour jusqu'à aujourd'hui. Donc la question, elle se pose en termes de responsabilité. La responsabilité aussi, c'est ce défi écologique. Et là, la responsabilité est partagée entre les populations et le régime en place. L'Algérie n'est pas un pays industrialisé pour parler de catastrophes naturelles, de dérèglements climatiques, de droits écologiques, etc. L'Algérie n'est pas un pays où il y a une grande économie florissante qui risque de déstabiliser les règles écologiques, climatiques à la fois. Donc on est en train de subir, certes,
ce qui se passe dans le monde en termes de catastrophes naturelles et écologiques. On n'est pas les seuls, mais à côté, en face et derrière nous, il y a des États qui ont des politiques, des stratégies assez efficaces en termes d'intervention, en termes de prévision, en termes d'anticipation dans ce cas de figure. Et aujourd'hui, le seul responsable par rapport à cette tragédie demeure le régime qui fait tout pour se recycler. Il ne pense qu'au deuxième mandat, qu'à une élection présidentielle, mais jamais à l'intérêt des sociétés, de la population. C'est pour cela que je disais qu'il ne faut pas avoir honte de dire, il ne faut pas avoir peur de dire qu'il s'agit de non-assistance à population en danger. Merci, je reviens à vous dans un instant. Maître Rahmoun, on va écouter le coup de gueule, le cri de colère de Mira Mokhnash qui s'est exprimé notamment à Athous Salah, qui s'est rendu sur place là où il y a 16 personnes qui sont mortes, 9 d'une même famille. الوش رغان يخمن رغان تمرت رغان حرقان رغان رولا نسكت كخامس ندرولا J'accuse d'abord les autorités. J'accuse les autorités. وخدمنا على تساويل ولاش لي بومبيي ولشي عن حد وراه غيتصالح ولشي عنو ما بحد سيمس تبداك تغرمت دواد داس تولي غربيه تبدا داس ديال الحد زين تفتن تمثل تناين ساعتين صباح ديوت لا ريجيون تغرمت واد داس زين دونك زين درت واسو صالح محسوب السبعه واد داس ورتحبسنا راه شي عن لي بومبيون ولسعنا راه لي مويان لي بومبيي خصين نلتمس البالاث خصين نتمس لي بومبيي البالاث يا غيان اني دات الحكومه دقار لي كندا غندات لي كندا يا غيان جانا غنرغا تو سا سي فولو زلما حنايا غلي خام العباد مازالو منا راه ورو منا راه 16 وخام لي 16 بيرسون سون توس دو لا ميم فامي لا فامي زنوج لا فامي مقران لا فامي شيبان وذاك هيك اللي مبغض لا مام فامي les autorités tous les niveaux confondus que ce soit le régime que ce soit les autorités locales que ce soit la wilaya que ce soit la PC la daïra tout le monde vous êtes tous responsables oui j'accuse les autorités parce qu'il y a des solutions quand les feux se répètent dans chaque région il y a des solutions il y a des solutions, il y a des ingénieurs, les incendies, l'un des méthodes pour pouvoir arrêter les feux, les incendies, avant qu'ils se propagent, c'est kilomètre par kilomètre. Mais rien, aucune mesure n'a été prise. Depuis 2021, il n'y a aucune mesure. Personne n'a pris les mesures nécessaires. Rien. Voilà, donc les choses sont claires pour cette militante qui accuse l'irresponsabilité, qui met vraiment l'État, le régime face à ses responsabilités. Yamina Marraoui, peut-être aussi avoir un peu votre point de vue. C'est une situation d'échec, je crois qu'on peut parler d'échec puisque El Maralbia est au cœur vraiment de l'actualité. À chaque fois qu'il y a malheureusement des drames, on essaye de comprendre, mais ces échecs-là, cet État qui a du mal à gérer, qui a du mal à anticiper, qui a du mal à peut-être à protéger, enfin même pas peut-être, à protéger sa population, selon vous, c'est dû à quoi? C'est que il y a de la négligence, il y a un manque de compétences. Vous parlez effectivement du plan Orsec, et puis c'est vrai que c'est particulier à l'Algérie puisque en amont, on n'entend personne, pas de conférence de presse, pas de loi au sein de l'Assemblée, pas de bilan sur ce qui sera mis en place 6 mois, 8 mois avant l'été. Voilà, les Algériens se lèvent un matin, ça brûle, il y a des morts, et puis derrière, effectivement, on a quelques ministres qui font un peu leur intervention comme ça devant les caméras.
en Algérie, il n'y a pas de prospective. Il y a un manque terrible de planification en cas de catastrophe. Et j'insisterai sur la négligence. Parce que quand le feu est déclaré, et tirant des leçons à partir de ce qui s'est passé en 2022, la moindre des choses, d'abord, c'est d'évacuer les citoyens. L'armée, au lieu d'envoyer des soldats mourir, parce que ces soldats ici, ce sont nos enfants qui meurent encore, au lieu de les envoyer comme ça à main nue, éteindre les incendies, il fallait envoyer leur hélicoptère, parce que au niveau de l'armée, il y a beaucoup d'hélicoptères. Pourquoi n'ont-ils pas envoyé des hélicoptères pour évacuer les citoyens? Qu'attendait-il? Qui devrait donner l'ordre justement? C'est pour ça que moi, permettez-moi, Chaben, parce que moi, quand je parle de plan Orsec, parce que c'est une organisation de secours qui délimite et qui détermine urgence la mission de secteur de la santé, du transport, de la protection, de l'armée, de la communication, des organisations de secours. Donc c'est pour une intervention efficace et immédiate et pour justement des interventions de déploiement, de cohésion et d'efficacité dans des cas pareils. Pourquoi rien n'a été fait? C'est pour ça que moi, quand on me parle d'enquête, où ils vont arrêter les petits citoyens, donc moi je trouve ça ridicule, parce que finalement, s'il y a enquête, il faut enquêter sur la part de responsabilité à haut niveau. C'est ça, au niveau des décideurs, au niveau du gouvernement, au niveau des parlementaires, au niveau des institutions qui sont chargées justement de la protection des citoyens et qui peuvent intervenir directement. C'est à ce niveau-là qu'il faut enquêter. Donc, enquêter au niveau de quelques individus, jeter quelques individus justement en pâture et les mettre derrière les barreaux, c'est pas la solution. Parce que combien d'innocents, combien d'individus ont été arrêtés arbitrairement et jetés en prison sans qu'il y ait des solutions durables et efficaces, parce que finalement, il faut, au lieu d'aller à la source, donc ils prennent ces individus juste pour calmer les esprits, apaiser la colère des gens et et réduire, situer la responsabilité au niveau du citoyen, car dans toutes les situations, c'est toujours les citoyens lambda qui payent. Donc, pour moi, je confirme que la part de responsabilité incombe au niveau des responsables qui n'ont pas tiré de leçons, qui ont d'autres préoccupations, qui ont tourné le dos à ce peuple, donc et qui ne sont que des relais de ce pouvoir, parce que quand un pouvoir donc est illégitime, quand il n'est pas l'émanation d'un peuple, c'est tout à fait normal qu'il y ait ces dépassements, qu'il y ait ces tragédies et que les responsables ne rendent pas compte devant justement le peuple et devant la société. Merci, restez avec nous, chère Yamina Marraoui. Karim Kebir avec nous, confrère journaliste. Merci encore une fois vraiment d'être présent et de pouvoir intervenir. Parce qu'on ne le redira jamais assez, c'est pas facile d'intervenir, voilà, pour essayer de soulever ce qu'il faut soulever, ces questions aussi qui fâchent et des interrogations. Karim Kebir, on a deux Algéries, on a tout de même une nouvelle Algérie pour le président algérien, avec toute cette diplomatie, où on a pu voir des images sur toutes les chaînes de télé, les presses, voilà, dans le cadre de tous ces rendez-vous. Il y a aussi les Jeux panarabes, il y a eu pas mal de compétitions sportives, les grandes soirées autour de l'indépendance aussi. De ce côté-là, c'est vrai que médiatiquement, c'est pas ce qui manque, hein. Les caméras sont là, sont présentes, les images sont relayées. Lorsqu'il y a aussi le chef d'état-major qui est en activité, les Algériens en ont aussi une bonne dose du corps militaire au sein des médias. Mais là, sur une tragédie comme celle-là, on n'a aucun média, Al-Shuruq, Al-Bilad, Al-Nahar, Al-Watan, qui n'ont pas fait leur une là-dessus, alors qu'on pourrait imaginer dans un état normal, où il y a des presses normales, qu'effectivement,
on aurait vraiment des unes et puis voilà, toutes les chaînes en parleraient toute la journée. C'est pas le cas en Algérie. Vous êtes déjà exprimé, mais voilà, selon vous, comment on peut expliquer cette absence totale, notamment du champ médiatique en Algérie? Ben, tout simplement parce que c'est encore une fois, tout est imbriqué. La presse est tellement fragilisée qu'elle a été asphyxiée, en tout cas financièrement. Bon, elle subit les contre-coups de la crise économique, mais en même temps, tous les leviers de contrôle, ils sont au niveau de l'État. Ça veut dire qu'à travers la manne publicitaire, donc il arrive à avoir la même mise, si vous voulez, de façon indirecte sur la ligne éditoriale des médias. Donc, et beaucoup, en tout cas, l'écrasante majorité aujourd'hui, savent que sans faire dans la propagande, c'est-à-dire se mettre au service des dirigeants, eh ben, ils risquent pas l'asphyxie ou bien carrément la disparition. Après, il y a aussi le manque, peut-être dans certains cas où il y a un manque de conviction, il y a une forme d'opportunisme chez certains, c'est-à-dire que leur objectif c'est uniquement la rente, donc ça tout ce qui peut un peu empêcher d'attirer cette rente, donc il évite de traiter ces sujets. Et puis il y a la chape de plomb qui est générale. Les gens ont peur. On a vu des exemples quand même des écrits qui ont conduit des journalistes en prison. Donc, il y a eu une forme de peur qui s'est installée. Donc, les gens ne peuvent pas aborder beaucoup de sujets. Sans compte, je vous dis, l'absence de moyens. Donc, il y a peu, pratiquement, c'est peu dire, il y a pratiquement aucun journal aujourd'hui n'envoie des gens pour faire des reportages, pour justement apporter la voix du peuple. Et malheureusement, donc, on est dans une situation pratiquement inexistante. C'est-à-dire qu'il y a pour vous, il y a deux aspects. Effectivement, il y a le journaliste qui essaye de faire un article sur le rôle, par exemple, de l'embriquement qu'il peut y avoir entre l'armée, les présidentielles, etc., qui peut poser problème et qui est derrière les barreaux, comme Hassan El Khadi, par exemple. Il y a ce journaliste qui va faire un article sur cette belle denrée alimentaire qui est la date algérienne et qui pose des questions sur des normes, par exemple, ou sur un journaliste sur des véhicules et qui se retrouve aussi derrière les barreaux. Il y a le journaliste qui a peur, mais est-ce que le pouvoir, lui, n'a pas crainte à un moment donné de voir sur tous les écrans de l'ENTV, qui serait relayé aussi dans le monde entier, que des habitants, des citoyens, citoyennes crient aux Canadair, crient aux moyens de pompiers, on n'a pas d'eau, il y a des coupures d'électricité. C'est parce qu'il y a certainement une crainte de divulguer la vérité du côté du pouvoir, parce que les médias, normalement, c'est pour essayer de dire les choses, comme elles doivent être dites. Absolument. C'est-à-dire un minimum, s'il y avait un minimum de volonté politique, justement, je crois que les médias pouvaient être un partenaire, un contre-pouvoir, mais en même temps partenaire des politiques publiques. Parce que c'est les médias qui vont leur rapporter la réalité des choses. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, à tous les niveaux de responsabilité, personne n'assume ce qu'il fait. Et je rappelle juste pour l'anecdote, au Portugal, il y avait un pont qui s'est effondré avec 14 ou 17 morts. La première des choses, c'est que le ministère des Travaux publics a démissionné. Ici, on ne voit pas de responsable qui assume, qui dit que voilà, moi j'ai échoué, donc je rends mon tablier. Et c'est comme ça qu'ils peuvent gagner la confiance de la population. Malheureusement, ça n'existe pas parce qu'ils n'ont pas, comme je l'ai dit, connaissant le fonctionnement et les mécanismes de la structure de tout le régime. C'est que beaucoup de responsables n'ont pas de compte à rendre à la population, mais plutôt à ceux qui les ont cooptés. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas c'est-à-dire de responsables qui assument, par exemple, leur échec ou quand ils sont trompés dans une politique donnée. Et les médias, malheureusement les médias, ils ne sont pas là aujourd'hui justement pour jouer leur rôle de contre-pouvoir, mais plutôt pour porter la voix officielle, pour faire dans la propagande, mais
comme vous l'avez dit, aujourd'hui, avec la révolution numérique, tout le monde n'est pas dupe parce que les gens s'informent par ailleurs. On a vu maintenant il y a une forme de journalisme citoyen. Les gens sont sur les réseaux sociaux, donc ils voient des vidéos, ils voient des témoignages, ils voient des gens qui parlent sur le terrain. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, pratiquement, nous n'avons pas de système médiatique et c'est des médias qui sont complètement discrédités parce qu'ils savent qu'ils sont là uniquement à faire la propagande. D'ailleurs, je me demande pourquoi on maintient encore. Quand ils disent qu'on a 180 journaux, je ne vois pas pourquoi on maintient les 180 dans la mesure où ils disent tous la même chose. Donc, autant garder le Moudjahid et quelques 3 ou 4 journaux, et c'est tout. C'est vrai qu'Abdelmadjid Tebboune avait annoncé autant d'argent. 8000 journalistes et 180. Je reviens à vous, Karim Kébir. Ça va aller très vite. Il nous reste encore une petite dizaine de minutes. On va juste regarder ici le ministre de l'Énergie qui a inauguré des bornes ce matin pour véhicules électriques, si je ne me trompe pas. Mais surtout, regardez bien, voilà, la presse qui est présente, les caméras, les calepins, les micros. Il y avait beaucoup de monde autour de lui ce matin. C'est juste pour vous donner un aperçu qu'il y a tout de même une presse en Algérie. يعطيكم صحة راكم شاركتوا معنا في أول شحن بالكهرباء لسيارة كهربائية في الجزائر، وهذه راح تكون تعمم على كل المناطق في الجزائر، وإن شاء الله هذه هي البداية، هذه إلا البداية، وتنتظر فينا أعمال أخرى كبيرة مثل محطات توليد الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة، إنتاج الهيدروجين واستعمال الهيدروجين كطاقة كذلك في مزيج الطاقوي الجزائري. Voilà, sur ces quelques images, on comprend bien que lorsqu'il faut montrer certaines choses, la presse est présente. D'ailleurs, c'est le même exemple dans le cadre des rentrées scolaires où effectivement il y a beaucoup de médias au sein de ces écoles. Il en existe, il y a quelques écoles en Algérie qui sont dotées certes de très bons moyens, mais une très grande partie malheureusement c'est pas le cas, et c'est vrai que les médias vont s'accentuer là-dessus plus que sur une certaine réalité ou certaines inaugurations. Maître Rahmoun est avec nous, ça va aller très vite. Je voudrais vraiment, si vous souhaitiez, je sais que vous avez certainement des choses à dire en termes de liberté de la presse, mais je voudrais vraiment avoir votre compétence aussi en tant que juriste et avocat en Algérie. Est-ce qu'on peut espérer demain, par exemple, entendre retrouver un ministre de l'Intérieur sur les tragédies de 2021? Je parle des feux, bien sûr. Hein. La Covid, c'est encore autre chose. Est-ce qu'on peut espérer, dans un État comme l'Algérie, avoir des hommes et des femmes politiques, à un moment donné, face à leurs responsabilités, et puis avoir votre avis sur, lundi matin, les Algériens se lèvent avec un drame, des pertes humaines. L'après-midi, il y a une ouverture d'enquête. Et hier, en milieu de journée, il y a 4 personnes qui sont arrêtées à Skikda. Même le FBI ne serait pas aussi célèbre avec une telle méthode et une telle rapidité. Avoir votre vision sur les enquêtes, sachant que je le disais tout à l'heure, où est l'enquête de Boudiaf, où est l'enquête de Matoub, Lounès, où est l'enquête d'Abdelkader Hachani, entre autres, il y en a plein bien sûr. C'est en profondeur parce que là, ça mérite vraiment un débat très profond. Depuis l'indépendance du pays, la justice n'a jamais été indépendante. Et quand une institution a un pouvoir aussi fort que le pouvoir judiciaire, la justice, l'appareil judiciaire n'est pas indépendant et soumis à des règles et volontés politiques du régime et des clans du régime qui se succèdent. Ça devient comme si nous avons une justice dans un État mafieux. Oui, effectivement, on peut espérer avoir ce ministre devant la justice, le ministre de l'Intérieur actuel et même le chef de l'État actuel. Mais les avoir en face de la justice ne règle pas le problème de la justice et de la légalité et du bon fonctionnement de cette balance qui est censée être l'instrument par lequel on rend justice aux individus et aux sociétés. Aujourd'hui, la justice algérienne est une justice revancharde, est une justice qui est manipulée par les tenants du régime politique, de la décision politique de l'heure. Souvenez-vous
depuis l'indépendance que, par exemple, Aït Ahmed Rabbi Yarhamou était accusé de tous les torts, était accusé à la limite du terrorisme, était accusé de terroriste, de faits terroristes. À son enterrement, il était glorifié. Souvenez-vous qu'Ali Yahya Abd Nour, Mqranayt al-Arbi, Saïd Saadi, Farhat Mehni étaient accusés aussi à un certain moment que nous avons. Les exemples, ils sont très nombreux pour dire qu'à un certain moment, c'était des terroristes et c'était des personnes qui intentaient la souveraineté nationale, l'unité nationale et à l'intérêt de l'État algérien. Aujourd'hui, ce n'est pas le même cas de figure. Souvenez-vous aussi que des potentats du régime, Khaled Nzar, quand on cite Khaled Nzar et Toufiq Mediane, Saïd Bouteflika, étaient poursuivis. Parce que c'est ça qui fait peur aussi en Algérie, en termes de, quand on analyse, nous, avec du recul, effectivement, on a le général Mediane Mohamed dit Toufiq ou Nzar qui ont été quand même honorés l'été dernier. Djabar Mahna, qui à un moment donné était inculpé, qui a fait la une d'ailleurs de l'ENTV, et puis aujourd'hui il est quand même patron des services de sécurité. C'est vrai que quand les Algériens et les Algériennes entendent ça mais ça en dit long à un moment donné. Ça veut dire qu'ils sont, comme on le disait tout à l'heure, quelque part peut-être, ils sont livrés à eux-mêmes, et puis peu importe ce qui leur arrive, il n'y aura jamais de responsables punis par la loi en Algérie. Chaban, je vous renvoie aux dernières déclarations de l'ancien ambassadeur français en Algérie qui disait que le système algérien est un système incompréhensible, est un système très complexe. Moi, je dirais, pour faire un peu dans la caricature, sans doute vous avez vu avec moi la trilogie de Matrix. Le régime algérien, c'est comme cette trilogie de Matrix où les matrices de la prise de position, de pouvoir, la prise de pouvoir est très complexe. Aujourd'hui, en Algérie, tu peux sortir de prison pour des faits criminels très graves qui ont atteint à la souveraineté, à haute trahison du pays en étant cadre décisionnel, cadre militaire ou politique. Et tu sors de prison, tu deviens responsable, décideur politique. Comme tu peux quitter le cercle décisionnel, tu vas te retrouver en prison. C'est un régime qui est basé, c'est pour ça que c'est un régime mafieux. C'est un État mafieux muni d'un drapeau et de constantes politiques, bien sûr, qui sont tirées de la Révolution, de l'histoire de l'Algérie, qu'ils ont galvaudé, qu'ils ont manipulé, perverti. Aujourd'hui, nous avons en face de nous un régime qui est vicieux, un régime qui est à la norme, comme disait Noam Chomsky sur le régime algérien, un régime vicieux, un régime incolore, inodore. Donc aujourd'hui, on n'a pas en face de nous un régime qui a une rationalité, la bonne gouvernance, mais plutôt un régime qui est dans la domination de la population. Merci maître, merci infiniment. Yamina Marlaoui, le mot de la fin, une petite minute peut-être d'espoir, même s'il y a des douleurs aujourd'hui en Algérie, mais voilà, une maison qui tombe, une maison peut se reconstruire. Eh bien, moi je suis toujours sous le choc, je suis sous l'effet d'une grande et forte émotion. Alors je leur dis, arrêtez de laisser l'Algérie brûler. Je leur dis, arrêtez de laisser l'Algérie brûler. Laissez l'Algérie aux Algériens pour la sauver. Voilà. Merci. Merci infiniment pour ces mots poignants. Merci à tous les trois. Merci, cher Karim Kebir, confrère journaliste. Merci, maître Rahmoun. Et merci, chère Yamina Marlaoui. Maralbia, c'est d'être au cœur de l'actualité, au cœur des Algériens, mais c'est aussi de poser vraiment, de soulever les questions qui fâchent, d'aller plus loin dans le débat. Il est important d'évoquer les responsabilités. Il y a l'émotion, certes, bien évidemment, on a une pensée à toutes ces victimes, paix à leur âme, à leur famille, à toutes ces personnes qui ont perdu des biens, mais il est important de continuer à se poser les bonnes questions. Qui est responsable et pourquoi le gouvernement, aujourd'hui le chef de l'État, n'arrive pas à anticiper pour que les étés se suivent, mais que les scénarios en termes de tragédie ne se ressemblent plus. Merci à tous, le programme continue. J'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir. Prenez soin de vous.